Aziza, Chaim Gérard Fredj Ben Ourida. Et pour l'Elou Nishmat, pour l'élévation de l'âme, donc de Shimon Ben Eliyahu, Aziza Zohana Bat Yakot, Aaron, c'est le frère de ma grand-mère, et Rachel Bat Aziza. Amen. Donc juste avant de commencer mon show, je voudrais remercier M. Zekri parce que pour tous ses efforts qu'il fait avec tous ses shiurim, c'est extraordinaire. Donc vraiment kol hakavod à M. Zekri d'organiser, c'est vraiment pas évident aussi. Et kol hakavod aussi, je sais que c'est pas évident après le travail, le soir comme ça, de se redéplacer et venir à un cours Torah. Vraiment, vous êtes vraiment un exemple pour moi parce que c'est pas évident du tout. Donc vraiment félicitations. Non, mais le cours vaut mieux qu'un film, voyons. Bon, c'est pas évident pour tout le monde. C'est pas évident pour tout le monde. Il n'y a pas photo, non. C'est pas évident pour tout le monde, donc je vous tenais à vous féliciter. Non, c'est mieux parce on a l'original, on a un film en couleur, donc que les autres n'auront pas. C'est vivant, c'est plus vivant. Alors regardez, donc j'ai essayé de préparer un petit show pour ce soir, donc juste je vous donne un peu mes sources comme ça, vous savez d'où j'ai pioché. Donc c'est du lait Keteliaou, du lait Kartov, un peu du shiur de Rav Maknous d'hier, j'ai eu un shiur de Rav Maknous très intéressant sur la paracha, donc j'ai pioché un petit peu de partout. Donc voilà, donc j'ai pris des idées intéressantes et j'ai essayé d'en faire un petit cours pour qu'on parte avec des choses concrètes pour la vie de tous les jours. Donc n'hésitez pas à intervenir, vous allez voir que pendant le cours j'ai posé pas mal de questions, donc il faudra qu'on essaie de ne pas se perdre dans le raisonnement, mais en tout cas n'hésitez pas à répondre, si vous avez des réponses, je suis preneur, on peut discuter, on peut débattre, d'accord? Ok. Donc je propose, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser la paracha. Donc tout simplement, je vais vous raconter l'histoire de la paracha, parce qu'il faut absolument qu'on l'ait en tête pour comprendre. Et à partir de l'histoire de la paracha, une fois qu'on l'a bien analysé, bien compris, et on va essayer de tirer des leçons pour la vie de tous les jours, pour qu'on puisse justement s'améliorer dans notre avodat Hashem, dans notre travail pour Hashem. D'accord? Donc voici le résumé de la paracha. Donc la paracha, elle commence par nous dire que Yitzhak, il s'est marié à l'âge de 40 ans avec Rivka. Maintenant, au bout de 20 ans de relation, Rivka tombe enfin enceinte. Elle tombe enceinte, mais le problème c'est que c'est la première fois dans la Torah qu'on voit ça. Elle tombe enceinte, mais sa grossesse est difficile. La Torah dit que sa grossesse est difficile. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle va à la yeshiva de Shem et Ever, et elle demande à Hachem, enfin par le biais de Shem et Ever, justement, elle demande à Hachem qu'est-ce qui se passe dans son ventre, il y a un problème. Alors Hachem lui répond tout simplement que dans son ventre, elle n'a pas un bébé, mais 2 bébés. Elle a des jumeaux. D'accord? Donc, et ces jumeaux-là, en fait, l'aîné va devoir servir le plus jeune. Pour l'instant, on ne va pas trop rentrer en détail, juste on raconte l'histoire simplement. Après, on verra plus en détail. Donc, à partir de ça, les enfants naissent, Esav naît en premier, donc le nom Esav naît en premier, et juste après, on a Yaakov qui naît en tenant le talon d'Esav. Donc, Esav c'est l'aîné, Yaakov c'est le suivant. La Torah maintenant raconte que les enfants ont grandi, et ça devient un Ish Sadeh, c'est-à-dire un homme des champs. Ok, c'est un chasseur, la Torah le nomme chasseur. Donc en général, quand la Torah nous dit que c'est un chasseur, c'est mauvais signe. Quand on dit chasseur, c'est que, bon, il a des tendances rachat. Ensuite, on a Yaakov. Yaakov, comment il y a la Torah décrit Yaakov? Ishtam Yoshev Ohalim. C'est un homme intègre qui réside dans les tentes. Donc, dans les tentes, là-bas, on s'est expliqué qu'en fait, c'est dans les yeshivot. Donc c'est un homme d'études, un homme intègre, il faut comprendre aussi, c'est pas évident. Mais juste pour avoir une brève définition de Esav, c'était un chasseur, Yaakov, c'était un homme intègre. Donc la Torah aussi continue, elle nous dit que Yitzhak préférait Esav et Rivka préférait Yaakov. On prend l'information pour l'instant et on voit ce qui se passe. Ensuite, la Torah nous rapporte un épisode très très connu, c'est la vente du droit d'aînesse d'Esav. Donc Yaakov est en train de préparer un plat de lentilles. Donc je ne sais pas si vous savez, il préparait un plat de lentilles parce qu'Abraham venait de mourir et donc du coup ils étaient en deuil. Donc il préparait un plat de lentilles. Et Esav, il rentrait de la chasse et il voit son frère Yaakov en train de préparer un plat de lentilles. Maintenant lui il avait faim, il n'a pas réfléchi, il lui a dit Yaakov, donne-moi à manger, sinon je vais mourir de faim. Donc Yaakov il lui dit il n'y a pas de problème, je te donne à manger, mais en échange je te donne droit d'aînesse. C'est-à-dire que tu me vends ton droit d'aînesse contre ce plat de lentilles. Et ça, lui rentrer de la chasse, il n'a pas réfléchi, il lui dit ok, pas de problème, je te vends mon droit d'aînesse, il n'y a pas de problème. Donc ils ont procédé à l'échange, le droit d'aînesse contre un plat de lentilles. Voilà ce que nous relate la Torah. Donc après cet épisode-là, juste pour information, elle nous dit qu'il y a eu la famine à Guérard, et donc du coup Yitzhak il est parti avec Rivka, et il a eu le même processus que son père Abraham. Il a fait passer Rivka pour sa sœur, comme Abraham avait fait passer Sarah pour sa sœur, mais comme dans les parachas précédentes. Et bon, ça c'était juste au passage, la Torah nous rapporte ça. Et maintenant on revient à l'épisode d'Esav. Maintenant, la Torah nous dit que Esav s'est marié avec 2 femmes chittites. C'est le premier mariage mixte parce que Esav venait de Yitzhak et de Rivka, mais lui il a été avec une étrangère. Donc Esav maintenant il s'est marié avec 2 femmes étrangères.
Et Yitzhak, il commence à vieillir, et on dit qu'il s'est aveuglé avec la fumée de l'Avodah Zarah des femmes d'Esav. Et à partir de là, la Torah nous dit que puisque quand il a vieilli, il a voulu, avant de mourir, bénir ses enfants. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il n'était pas au courant de la vente du droit d'aînesse d'Esav. Il a appelé Esav, son premier-né. Et il lui a dit, viens mon fils, je vais te bénir. Il lui a dit, pour que je te bénisse, il faut que tu ailles me chercher un plat que j'aime. Va à la chasse, tu me fais mon plat préféré, et quand tu reviens, je te bénis. Donc Esav, tout content, il est parti à la chasse. Et Rivka, entre-temps, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a entendu que Yitzhak avait appelé Esav pour la bracha. Donc Rivka, elle a vite préparé le plat que Yitzhak avait demandé à Esav. Elle a préparé le plat, elle a appelé Yaakov, et elle lui a dit à Yaakov, déguise-toi en Esav, prends un manteau de fourrure, parce qu'on dit qu'Esav était très très poilu. Mets-toi vite un manteau pour ressembler à Esav, et prends mon plat que j'ai préparé, et va vite prendre la bracha à Yitzhak. Comme ça, tu piques la bracha, entre guillemets, à Esav. Ça va pour l'instant? Très bien. Maintenant, Yaakov, il rentre dans la tente d'Yitzhak, et il lui dit, voilà, père, je t'ai préparé le plat que tu m'as demandé, d'accord? Bénis-moi. Donc maintenant, Yitzhak, il a des doutes. Il se dit, mais c'est bizarre, c'est la voix de Yaakov, mais c'est les mains d'Esav, parce qu'il a demandé de l'approcher pour toucher, pour voir si c'était bien Esav. Il avait des doutes. Mais bon, ça n'a pas suffi, il a quand même fait la bracha. Comment il a béni Yaakov? Donc, il lui a fait une bracha matérielle, pour qu'il ait la bracha matériellement. Ça veut dire qu'il ait la parnassa, qu'il ait une bonne bracha dans tout ce qu'il entreprend. Donc Yaakov, en gros, il a réussi à piquer la bracha de son frère Esav. Super. Maintenant, Yaakov, il s'en va. Esav, il revient de la chasse avec le plat que son papa lui avait demandé de préparer. Esav, il rentre dans la tente, il lui dit, voilà père, le plat que tu m'as demandé, maintenant bénis-moi. Yitzhak, il se dit, mais c'est pas possible, qui c'est que je viens de bénir alors? Je croyais que c'était toi Esav. Je croyais qu'il y a quelqu'un qui est venu, qui s'est fait passer pour toi, alors c'est pas possible. Esav, il a compris que Yaakov, son frère, d'accord, l'avait trompé et avait piqué la bracha. Donc Esav était vraiment fou de rage. Il a demandé à son père, papa, je t'en supplie, bénis-moi quand même, fais-moi une bracha. Son père, il lui dit non, et Esav, il a tellement insisté qu'en fait, son père, à la fin, il lui a fait une bracha, il lui a dit, tu vivras de ton épée. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on comprend d'ici? On comprend que lorsque Yaakov fera un faux pas, Esav va prendre le dessus. Ça, c'est le résumé de la paracha. Voilà le résumé de la paracha. Maintenant, si je vous pose une question toute simple, on va essayer d'analyser simplement cette histoire. Imaginons que je demande à un étranger qui ne connaît pas la Torah. Je lui dis, d'après toi, dans cette histoire, qui est le plus en tort? Qui est celui qui a fait qui est celui qu'on peut le plus accuser? Vous avez bien vu que la fin, cette histoire est tragique. On a une dispute entre frères, on a une tromperie d'un papa. Qui est-ce qu'on peut le plus accuser dans cette histoire, d'après vous? Vous me répondrez? Alors, de toute façon, il n'y a pas beaucoup de choix. Il y a soit Yitzhak, soit Rivka, soit Yaakov, soit Esav. Il n'y a que 4 personnages. Alors, Rivka? Quand on ne connaît pas la Torah. Alors, pourquoi Rivka? Parce qu'elle a fait une peau pour masquer. Rivka, elle a aidé à tromper, mais c'est pas elle qui a trompé. Rivka, elle a aidé. Obligée quand même, parce qu'elle lui a dit que sinon elle donnait même son monde futur et son monde présent si elle avait tort. Donc elle l'a forcé, elle lui a forcé la main. Elle a forcé un petit peu, mais en fin de compte, c'est pas elle qui a trompé, elle a aidé. En vérité, la réponse la réponse simple, ça a l'air d'être Yaakov. Si je demande à un étranger qui a jamais eu la Torah que je raconte cette histoire dans la rue, il va me dire, mais dites-moi, Yaakov, il roule tout le monde, Yaakov, dans cette histoire. Premièrement, qu'est-ce qu'il vient me dire? Premièrement, l'histoire du droit d'aînesse. Si on revient dessus 30 secondes, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, mais Esav, il était affamé. Ils avaient échangé le droit d'aînesse contre un plat. Les deux frères. Donc finalement, à sa place. C'est justement ce que je suis en train de dire. Ça veut dire que Esav, il rentre de la chasse, il était affamé. Et Yaakov, qu'est-ce qu'il lui dit? Il en profite, il lui dit, vends-moi ton droit d'aînesse, sinon tu restes. Alors en fait, qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Il a profité de la faiblesse de son frère pour avoir le droit d'aînesse. Mais comment c'est possible? Ça veut dire pour l'instant, c'est pas. Après, on va montrer qu'il y a comme. Voilà, vu de l'extérieur, pour l'instant, je suis en train de montrer que. laisser faire, quoi, disons. Alors, justement, Esav, il s'est laissé faire parce qu'il ne connaissait pas. Alors, encore pire, ça accentue ma question parce que Esav, il s'est laissé faire. Ça veut dire encore pire, Yaakov, il connaissait la valeur du droit d'aînesse. Donc, quand lui, il a fait cet échange-là, dans sa tête, il savait très bien que c'était pas correct. Ça veut dire que, entre guillemets, ça a l'air d'être a priori une arnaque de la part de Yaakov. Chaz Shalom. Après, vous allez voir qu'on va rectifier, mais juste a priori, quand on regarde l'histoire comme ça a l'air que Yaakov, il a trompé son frère. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'il va me dire aussi la personne qui est étrangère à la Torah? Elle va me dire, mais en plus de ça, avec l'aide de sa maman, Yaakov, non seulement il a mimé son frère, mais en plus il a trompé son père.
il a été voir son père, il s'est fait passer pour Esav, et il a piqué la bracha. Donc en fait, on a toutes les raisons du monde pour dire que Yaakov, dans cette histoire, c'est lui le responsable de cette fin tragique. Donc, a priori, Yaakov, c'est lui qui est en tort. Et on va renforcer encore plus la question. Vous savez que chaque avot représente une mida. Abraham, il représente le chesed. Donc à partir de toutes ces actions que la Torah a pu relater, on a vu qu'en fait, Abraham, c'était le Baal à chesed, c'était le maître de la chesed. C'est l'exemple du chesed. D'accord? Toute sa vie, il a fait que du chesed. Yitzhak, c'était la rigueur. Alors la rigueur, c'est un peu plus compliqué, mais on voit que Yitzhak, il était rigoureux avec soi-même. Et Yaakov, c'est quoi la mida de Yaakov? Alors en fait, c'est le Emet. Et le Emet, ça représente quoi? Les deux. Le chesed, c'est l'accumulation du chesed et de la rigueur. Mais en fin de compte, c'est la mida du milieu, ça veut dire? Ça veut dire que c'est l'assemblage des deux. Ça veut dire qu'il a pu prendre le chesed et la rigueur et les assembler ensemble. Donc en fait, ça a formé le Emet. Le Emet, ça veut dire que Yaakov Avinu, c'est le Emet. Donc Yaakov Avinu qui représente le Emet, comment il a pu faire a priori des tromperies comme celle-ci? Est-ce que vous avez bien compris la question? Bon. Enfin, c'est une tromperie sans être une tromperie. Alors c'est ce qu'on va voir. Ok, donc on a bien compris. Donc à première vue, comme ça quand on lit l'histoire, comme ça sans comprendre, ça a l'air d'être une tromperie. Maintenant, pour répondre à cette question, il faut revenir à l'origine de Yaakov et Esav quand ils étaient dans le ventre, d'accord, de Rivka. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous rapporte les psukim pour bien comprendre. Donc, c'est écrit dans la Torah, va être Otzitzu Abanim, les enfants se disputaient. Bekirba, en elle, va Tomer im, et qu'est-ce qu'elle a dit Rivka? Imken, lama ze anochi. Si c'est ainsi, pourquoi est-ce que je suis? C'est-à-dire, en gros, pourquoi je suis enceinte si c'est pour souffrir, ça sert à rien? Va teler l'hydroche et Hachem. Et elle est là pour questionner l'Éternel. Elle est allée questionner Hachem. Elle a été demandé à Hachem qu'est-ce qui se passait dans son ventre. Alors, je ne vous lis pas tout le Rashi, mais dans les Rashi, c'est très intéressant. En fait, Rashi nous dit que Hachem, il a répondu à Rivka que dans son ventre, il allait avoir deux nations. Et c'est pour ça que dès qu'elle passait devant une maison d'idolâtrie, et ça, il tapait dans son ventre. Donc c'est pour ça que ça lui faisait un peu mal à Rivka. Et dès qu'elle passait devant une yeshiva, Yaakov, il tapait dans son ventre. Donc en fait, Rivka, avant de savoir la vérité qu'elle avait de jumeaux, elle pensait que son bébé, il avait un problème, parce que d'un coup tapait. Elle savait plus quoi penser. Donc Hachem, il l'a rassuré, et il lui a dit, t'inquiète pas, en fait, dans ton ventre, tu as deux grandes nations qui vont sortir. Donc du coup, on a dit que, voilà, à partir de ça, on peut déjà se poser une question toute simple. Donc déjà, vous n'oubliez pas la question de départ, d'accord? Donc comme un bon juif, à une question, on répond par une autre question. On va poser une autre petite question. Donc maintenant, à partir de ce que je viens de vous dire, et ça, lui taper quand il passait devant une maison d'idolâtrie, mais je ne comprends pas. On sait qu'il y a une marque loquette dans la Gemara, je ne l'ai pas rapporté, mais il y a une marque loquette dans la Gemara. Quand est-ce que notre Yetzer Hara il vient en nous? Est-ce qu'il vient quand on est déjà dans le ventre de la maman, ou est-ce qu'il vient à la naissance? Bon, alors la marque loquette, je ne l'ai pas rapporté, mais en tout cas, en conclusion dans la Gemara, c'est à la naissance qu'il vient. Donc la question, elle se pose pour Esav. Comment ça se fait qu'il tapait dans le ventre de la maman quand elle passait devant une maison d'idolâtrie? C'est une question très forte. Alors en fait, pour comprendre cette question, il faut comprendre c'était quoi la mission de Yaakov et d'Esav. Donc en fait, il y a beaucoup de réponses qui ont été données sur cette question-là. D'accord? C'est une question très très difficile. Donc moi je vous propose de répondre avec la réponse du Sfat Emet. Le Sfat Emet, il nous dit en fait que Yaakov et Esav, ils avaient pour mission de représenter le Tehilim, le Passouk dans Tehilim, Perek Tetvav, Passouk Lamed Dalet, vous devez sûrement le connaître, Surmera va Asetov. Surmera va Asetov, Surmera ça veut dire fuis le mal, Asetov ça veut dire fais le bien. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, Esav devait venir au monde pour justement appliquer le Surmera, fuis le mal dans le sens domine le mal. Donc du coup, si lui devait dominer le mal, alors c'est normal que Hachem il lui a donné un mauvais penchant un peu plus développé qui correspond justement à sa mission. Et Yaakov qui devait faire Asetov, faire le bien, alors lui il avait un Yetzer Tov un peu plus développé qui correspondait aussi à sa mission. Donc chacun selon ses dispositions, chacun selon sa mission, il avait un mauvais penchant plus développé ou un bon penchant plus développé. Alors ce que je vous dis en fait c'est assez difficile, mais juste il faut bien comprendre que Yaakov et Esav ils sont venus sur terre pour être complémentaires. Ça veut dire que Yaakov et Esav ils devaient représenter la Avodat Hashem, le travail pour Hashem. Comment? C'est comme de partout. Par exemple, quand dans une entreprise, c'est l'exemple qu'a donné M. Macnose hier, dans une entreprise, d'accord, quand on a un projet, qu'est-ce qu'on fait? On a un bureau d'études et un technicien.
C'est-à-dire qu'on étudie le projet et le technicien il met en application. Ça devait être pareil avec Yaakov et Esav. Yaakov, ça devait être l'homme d'étude et Esav, l'homme d'action. D'accord? Donc il faut bien avoir ça en tête pour comprendre justement la question de tout à l'heure. Donc on a bien compris que les deux frères devaient être complémentaires. Maintenant, on revient à notre question de départ. Comment Yaakov il a pu faire une chose pareille? Tout simplement parce qu'il s'est rendu compte que Esav, oui, il ne faisait pas du tout cas du projet d'Hachem. C'est-à-dire que Esav, il avait une mission de celle de dominer le mal. Le problème, c'est que Esav, il ne voulait pas du tout faire sa mission. Donc Yaakov, il s'est dit, attends, on a un projet commun. D'accord? On doit représenter la Avodat Hachem. On doit représenter l'héritage de nos pères, Abraham et Yitzhak. Abraham et Yitzhak, ils se sont battus toute leur vie pour diffuser le nom d'Hachem. Donc à nous aussi, Yaakov et Esav, de prendre ce rôle-là à cœur et de diffuser le nom d'Hachem. Toi, Esav, en faisant Soumera, toi, Yaakov, en faisant Asetov. D'accord? Maintenant, le problème, c'est qu'Yaakov, il a vu que Esav, il ne faisait pas sa part du marché. Il ne faisait pas son boulot. Donc Yaakov, il s'est dit quoi? Il s'est dit, mince, si Esav ne fait pas la part du boulot, ça ne va pas marcher. On ne va pas réussir à diffuser le nom d'Hachem à 100%. Donc qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov? Il l'a testé. Yaakov, il l'a testé. Comment il a testé? Avec justement le droit d'aînesse. Donc en fait, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. En fait, il n'a pas trompé son frère avec le droit d'aînesse, mais il a juste testé son frère. D'accord? D'accord? Donc du coup, en fait, Yaakov, pour l'instant, c'est pas quelqu'un qui a usurpé, qui a trompé son frère, mais c'est juste qu'il a voulu tester son frère pour savoir s'il faisait toujours partie du projet divin, s'il faisait toujours partie du projet pour représenter la Avodat Hachem. D'accord? Donc du coup, on comprend mieux maintenant pourquoi Yaakov, il a voulu tester son frère, et justement, Esav, il a échoué à ce J'ai test. une question, parce que vous avez dit tout à l'heure, au départ, à la yeshiva, ils lui ont dit que le petit, il serait servi par le plus grand. Donc l'envie d'Hachem, c'était de toute façon que ça se passe dans ce sens. Donc en fait, quel test il y avait? Puisque qu'ils disent oui, finalement, ça revenait dans le plan d'Hachem. Oui, alors c'est très bien. En fait, oui, ça veut dire que en fait, Hachem, il connaissait déjà la fin. Ça veut dire que c'est comme s'il a prophétisé, en fait, il a dit à Rivka que quoi qu'il arrive, en fin de compte, Yaakov il aura dessus sur Esav, son frère. Mais malgré tout, Yaakov lui n'était pas au courant de ça. Déjà, il parlait déjà dans un premier temps, Hachem quand il a dévoilé ça que à Rivka. D'ailleurs, il n'a même pas dévoilé à Yitzhak, il a dévoilé que à Rivka. Donc Yaakov, il n'était pas censé être au courant. Donc lui, Yaakov, il a fait ce qu'il avait à faire. Lui, Yaakov, il savait qu'il avait un projet commun avec son frère. Donc lui, il a juste voulu tester son frère. Est-ce que tu es toujours dans le projet ou pas? Est-ce que tu es toujours dans le coup ou pas? Et quand il a vu l'action du droit d'aînesse, il lui a proposé le droit d'aînesse pour le tester. Et ça, il est tombé dans le piège. Et il lui a dit, il n'y a pas de problème. Il lui dit, tiens ton droit d'aînesse, moi j'en veux pas. Sous-entendu que je refuse de travailler pour ce projet-là. Ça veut dire que je ne veux pas travailler avec toi. Donc Yaakov, il devait faire quoi? Il devait prendre les deux rôles. Il devait être à la fois un homme d'action et à la fois un homme d'étude. Ok? La preuve à ce que je dis, c'est que plus tard, Léa était destinée à Esav. Et qu'est-ce qui s'est passé? Léa, elle a épousé aussi Yaakov. Pourquoi? Parce que comme Yaakov a pris les deux rôles, donc il devait épouser aussi Léa et aussi Rachel, pour être à la fois un homme d'étude et à la fois un homme d'action. Ok. Donc maintenant, on a répondu à notre question de départ, mais on n'est pas encore, moi personnellement, je n'étais pas encore satisfait de cette réponse. Donc j'avais une autre question. Comment Yaakov il peut se permettre lui-même, comment il peut se permettre de juger, de tester son frère? On leur a demandé. Comment il peut se permettre ça? Je ne comprends pas. En plus, on sait très bien qu'Hachem nous a fait un merveilleux cadeau. C'est quoi ce merveilleux cadeau? C'est la teshuva. On sait très bien que n'importe quel homme peut faire teshuva. Donc ça veut dire que Esav, il a échoué au premier test, mais peut-être qu'après il aurait fait teshuva et il aurait rempli sa mission à merveille. D'accord? Donc deuxième question justement qui renforce notre question de départ. Donc on comprend, là on revient à la case départ, on ne comprend pas pourquoi Yaakov il a justement testé son frère. Alors pour comprendre ça, Pascal est là avec nous, Pascal. Pour comprendre ça, d'accord, il faut Non, mais je te suis, hein, j'ai une oreille. Pas de problème. Pour comprendre ça, il faut analyser qui est Esav. Il faut essayer de comprendre qui est ce personnage d'Esav. Donc on va essayer de voir qui est Esav. Donc, il faut savoir qu'il y a des commentateurs qui expliquent qu'Esav, il était persuadé d'être un tzaddik. Pour lui, si on lui demandait demain, est-ce que tu es un tzaddik? Il lui dit bien sûr que je suis un tzaddik. Si on lui demandait t'as le droit à Gan Eden? Bien sûr j'ai le droit à Gan Eden, moi je suis un tzaddik, Comment c'est possible, une chose pareille? Vous savez très bien que Esav c'est le représentant des rachats, des Réchaïm. Donc comment c'est possible de dire une chose pareille? En plus de ça, on va renforcer un peu ce qu'on a dit. Vous savez que quand il y a eu l'épisode du droit d'aînesse, c'est écrit dans la Torah qu'il est rentré de la chasse et qu'il était fatigué. C'est écrit qui ayef anochi, qu'il était fatigué.
Fatigué de quoi? Alors il y a des midrashim qui expliquent, il y a des commentateurs qui expliquent qu'il était fatigué parce qu'il venait de faire les plus grosses avérotes. Il venait de faire trois grands interdits. Tuer, adultère. Pascal, ça va? Tuer, donc il venait de tuer. Tuer, adultère. Il venait de faire l'adultère et il venait de faire de la vodazara. D'accord? Alors, je vous repose la question, comment c'est possible que Esav se prenait pour un tzaddik? Il envoie qu'il fait les plus grosses avérotes. Au passage, ces trois avéras, tuer, adultère et avodazara, c'est ça qu'il faut normalement se laisser tuer pour ne pas les faire. Si on vous dit, on vous met un pistolet sur la tête pour dire tue quelqu'un, on doit se laisser tuer normalement, tellement c'est des avérotes qui sont graves. Donc comment c'est possible que dans la tête d'Esav, d'un côté il se prenait pour un tzaddik, d'un côté il faisait les pires avérotes? Vous avez une idée? Est-ce qu'il le savait? Il savait quoi? Que c'était des grosses avérotes. Bah, de tuer, on sait que c'est... Ouais, mais bon, il était chasseur après au départ. Oui, peut-être, mais après, je sais pas, peut-être qu'il fait la part des choses entre Alors, tuer un homme et tuer voilà, un animal, c'est peut-être pas... Voilà. Oui, peut-être que... Et, Bon, alors peut-être pour tuer, ok, mais Avodazara, et pour adultère, comment on peut expliquer? Comment ils savent? on peut pas expliquer, non, mais je me dis peut-être que... Difficile. Alors c'est s'il n'était difficile. pas dans la Torah... Alors là, c'est difficile. Alors on va essayer de se mettre dans... On va essayer, en tout cas, on va essayer de se mettre dans la tête d'Esav. On va essayer de se mettre dans la tête d'Esav, d'accord? Donc, Esav, si on nous dit, mais je comprends pas, tu te prends pour un tzaddik, mais tu viens de tuer. Tu vois pas que tu fais des bêtises? Alors, en fait, Esav, il nous a répondu, mais tu sais qui c'est que j'ai tué? Vous savez que c'est qui l'a tué à ce moment-là? En fait, il venait de tuer Nimrod. Je sais pas si vous connaissez Nimrod. Nimrod, c'est l'initiateur de la rébellion contre Hachem. C'est le premier homme qui s'est rebellé contre Hachem. C'est lui qui a été à l'origine de la tour de Babel. C'est lui qui a jeté Abraham dans le feu, dans la fournaise. C'est vraiment l'homme à abattre. C'est comme si on dit Hitler. C'est comme si on dit le chef de Daesh. C'est-à-dire que, en vérité, ça a l'air d'être quelque chose de louable qu'il ait tué Nimrod. Parce que c'était un mauvais personnage. Donc en fait, et ça, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va nous dire quoi? Mais moi, j'ai tué que Nimrod. Donc ça veut dire que pour lui, c'est pas très grave ce qu'il a fait. Pour lui, moi, je suis quand même un sadique, j'ai tué que Nimrod. Mais malheureusement, en fait, il avait de très mauvaises intentions. Lui, en fait, ce qu'il voulait faire, c'est qu'il voulait récupérer un habit que Nimrod avait récupéré d'Adam Arishon. C'est un habit qui avait beaucoup de pouvoir, et lui, il voulait récupérer l'habit de Nimrod. Donc en fait, sous prétexte qu'il a tué quelqu'un qui était rachat, en fait, il avait de très mauvaises intentions. Donc en fait, il a dit, j'ai tué que Nimrod. Bon, il a trouvé un échappatoire. Deuxièmement, l'adultère. Comment il va pouvoir s'arranger? En fait, l'adultère, c'est écrit qu'il a été avec une fille qui était fiancée. Mais, en fait, qu'est-ce qu'il va nous dire? Et ça, il va nous dire, j'ai été que avec une étrangère. Les Kiddushin, c'est que chez les Bénat Israël. Maintenant, chez les étrangères, il n'y a pas de Kiddushin. Donc pour Esav, il n'avait pas fait d'Avera. Alors que bien sûr que c'est pas du tout moral. Bien sûr que c'est une Avera. Mais ça veut dire que lui, dans sa tête, il n'a rien fait de mal. C'était qu'une étrangère. Donc il n'y a aucun souci. Et troisièmement, maintenant, Avodazara. Avodazara, c'est très très difficile de penser que Esav faisait de l'Avodazara pure. Abraham, son papa, son grand-père, il a lutté toute sa vie contre l'Avodazara. Yitzhak, pareil. En fait, c'était quoi l'Avodazara de Esav? C'était tout simplement qu'il faisait que ce qu'il avait envie, que ce qu'il voulait. En fait, il s'est inventé une nouvelle religion, de faire que ce qui lui plaisait. Il faisait que ce qu'il avait envie. C'est ça son Avodazara. Donc, en fin de compte, quel point commun on a entre les trois arguments d'Esav? À chaque fois, il a réussi à trouver un échappatoire. À chaque fois, il a réussi à se justifier. Et c'est là où je veux en venir, c'est ça que je veux parler avec vous ce soir. Il avait l'art de se justifier. Donc en fait, Esav, il avait un art particulier, c'est qu'il trouvait une justification à toutes les bêtises qu'il faisait. Donc pour lui, en fait, on comprend maintenant pourquoi il se prenait pour un tzaddik. Pourquoi il se prenait pour un tzaddik? Parce que lui, ce qu'il faisait, il arrivait à tout justifier. Donc en fait, c'était pour lui, carrément des mitzvot, c'est ce qu'il fallait faire. Donc des avérots, il les transformait en mitzvot, c'était exactement ce qu'il fallait faire. Donc en fait, c'est pour ça qu'il se prenait pour un tzaddik. Et maintenant, on comprend mieux, on va répondre maintenant à la réponse finale, à la question de départ. Pourquoi Yaakov il a fait faire des choses pareilles? Est-ce qu'on fait pas tous ça? Alors justement, je vais y arriver. Exactement, c'est ce que je vais y arriver. Juste, je réponds à la question de départ et après je vais arriver à ça. Donc la réponse finale, d'accord, c'est pourquoi Yaakov, on l'a accusé de trompeur, d'avoir trompé son frère, d'avoir trompé son papa. Juste, en fait, on revient à l'épisode. Pourquoi Yaakov, il a justement testé son frère pour savoir s'il était toujours dans le projet. Maintenant, c'était pourquoi Yaakov s'est permis de faire ça, parce qu'il a remarqué chez Esav, il a décelé chez Esav qu'il se justifiait quoi qu'il arrive. Ça veut dire que chaque avérote, il pensait que c'était des mitzvot. Et le fait de se justifier, d'accord, c'est qu'il ne pourra jamais faire tchouva. Parce que lui, il pense faire bien. S'il pense faire bien, donc forcément, il ne va jamais faire tchouva. À partir de quoi on fait tchouva? Quand on sait qu'on fait une bêtise.
Donc si maintenant je sais que j'ai fait une bêtise, je vais mettre en place un processus de teshuva, un programme pour lutter contre ma avera, et après je vais pouvoir faire teshuva. Mais si maintenant il pense faire bien, il pense être un tzaddik, jamais il fera teshuva, et donc du coup jamais il remplira sa mission, jamais il fera le projet initial qui était prévu pour lui. Très bien, on a compris maintenant, on a analysé cette histoire. En fin de compte, le vrai coupable, c'est Esav. C'est de sa faute, c'est lui qui n'a pas voulu faire sa part du marché. C'est de sa faute, c'est lui qui a trouvé justement, qui avait un art de tout justifier et donc qui a refusé de travailler avec Yaakov. Très bien, alors maintenant, comme M. Zekri l'a dit, c'est là où je voulais en venir avec vous. Malheureusement, on se reconnaît tous à travers le personnage d'Esav. On a tous un petit Esav en nous, ce grand Yetzerara de toujours vouloir tout justifier. Et maintenant, Un petit café, une petite boisson. alors, rapidement, donc regardez, maintenant qu'on a analysé l'histoire, on va les masser. C'est-à-dire dans notre vie de tous les jours. Donc regardez, est-ce que c'est si grave de toujours se justifier? Quoi, j'aurais pu vous dire que par exemple, il se met tout le temps en colère et que du coup c'est cette mauvaise mida qui l'a entraîné justement dans sa chute. Non, parce que se mettre en colère, quand on se met en colère, on voit que les conséquences elles sont désastreuses. Tout de suite on voit qu'on a fait une bêtise. Mais se justifier, on voit pas forcément qu'on a fait une bêtise. Parce que pareil, à l'image des sables, on va croire qu'on fait bien alors qu'on fait mal. D'accord? Donc en fait... Je dirais même plus que même quand on sait qu'on a fait une bêtise. Voilà, justement, même quand on sait qu'on a fait une bêtise, on a du mal à reconnaître. C'est difficile d'admettre qu'on ait fait quelque chose de mal, quoi. Exactement, ça veut dire qu'on a toujours du mal, c'est humain. Et je vais y arriver, vous allez voir tout de suite. En fait, il faut juste prendre conscience, si on peut sortir de ce cours avec cette idée dans la tête, il faut prendre conscience que malheureusement, on est des êtres corrompus. On est corrompus avec nous-mêmes. Ça veut dire qu'on se trompe. On se trompe, à chaque fois on se justifie. La plupart du temps, ce n'est pas des justifications qui sont fondées. Vous allez le voir tout de suite. Déjà, pour comprendre qu'on est des êtres corrompus, il faut revenir à la première faute de l'humanité. Quelle est la première faute de l'humanité? Adam et Chava. Adam et Chava. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne vais pas vous rapporter dans les mots. Je vous demande de me faire confiance. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Adam et Chava ont mangé du fruit interdit, Hachem est venu, d'accord? Et il lui a dit où tu es? Où tu es, bon, là-bas c'est expliqué, je crois que c'est Rashi, c'est-à-dire c'était un langage pour déclencher la conversation, pour commencer la conversation. Il lui a dit où tu es. Et ça m'a perturbé. et Adam Arishon, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a répondu tout simplement, il lui a dit je me suis caché parce que j'étais nu. Ah, Hachem lui a dit ah comment ça, tu sais que tu es nu? Ça veut dire que tu as mangé du fruit interdit? Donc Hachem lui pose la question, t'as fauté, sous-entendu t'as fauté? Qu'est-ce qu'il lui a répondu à Adam Arishon? C'est ma femme. Il a dit c'est ma femme, c'est à cause de ma femme. Qu'est-ce qu'il fait? Il se justifie tout de suite. Ouais. C'est-à-dire c'est à cause de ma femme. C'est-à-dire que moi je suis un sadique. C'est-à-dire que moi si j'avais pas ma femme, d'accord, je vous raconte l'histoire de façon simple, mais après il faut analyser. Mais juste nous ce qui nous intéresse c'est qu'il a tout de suite trouvé à se justifier. C'est ça qui nous intéresse. Après c'est sûr qu'il faut approfondir. Mais en tout cas il s'est tout de suite justifié. Donc qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Hachem était voir Chava. Chava, t'as mangé du fruit interdit. Qu'est-ce qu'elle a fait Chava tout de suite? Mais c'est à cause du serpent. C'est pour ça que j'ai mangé du fruit interdit. Donc tout de suite elle s'est justifiée. Donc on voit que de la première faute de l'humanité, du premier homme et de la première femme, on voit que c'était des justifications qui étaient infondées. Qu'au final ils ont fauté mais qu'ils se sont déresponsabilisés. Et c'est ça qui est très grave, de se déresponsabiliser. Dans le même ordre d'idée, je voulais vous rapporter un passage très important dans la Gemara Yona, donc Lamed et Hamoud Bet. À 120 ans, Bezrat Hashem, à 120 ans, quand on va monter au ciel, on va nous poser une question. On va nous dire est-ce que tu as fixé un temps pour la Torah? Et si malheureusement on répond non, on va demander mais pourquoi tu n'as pas fixé un temps pour la Torah? Alors nous, qu'est-ce qu'on va faire? Comme d'habitude, on va se justifier, on va trouver des prétextes. Alors celui qui est pauvre, il va dire quoi? Il va dire moi j'étais pauvre, moi je devais assurer la parnassa, je devais ramener à manger pour ma femme, pour mes enfants, donc j'avais pas le temps d'étudier la Torah Hashem, tu peux comprendre, c'était difficile. Qu'est-ce qu'on va lui répondre? On va lui dire mais quoi, t'étais aussi pauvre qu'Hillel? Il avait qu'une seule pièce. Avec une seule pièce, il coupait la pièce en deux, ça veut dire qu'il avait la moitié de sa pièce, bon on coupait pas la pièce en deux, mais il avait la moitié de sa pièce pour nourrir sa famille, et l'autre moitié pour aller au Beth Midrash pour payer l'entrée au Beth Midrash. On raconte sur lui qu'un jour, il n'avait pas gagné une pièce, il avait gagné qu'une demi-pièce. Et en fait, il ne pouvait pas rentrer au Beth Midrash. Et le problème, c'est que comme il voulait absolument étudier, qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté sur le toit et il a écouté le chiour sur le toit. Le problème, c'est que c'était l'hiver et il neigeait. Et tellement il était inspiré par le chiour qui était en bas, il y a eu 1 m, la Gemara rapporte qu'il y a eu 1,50 m de neige qui se sont mis sur lui sans qu'il s'en rende compte.
Et en fait, les rabbins qui étaient en train d'étudier en bas dans la yeshiva, ils se sont levés, ils se sont dit, mais c'est bizarre, il fait sombre aujourd'hui. Ils ont levé la tête et ils ont vu une forme humaine. Et en fait, c'était Shabbat, ils ont transgressé pour ce personnage, pour Hillel, ils ont allumé du feu pour Hillel, et ils ont dit, pour un homme comme ça qui veut tellement étudier, on a le droit de transgresser le Shabbat. Donc en fait, on n'a aucune preuve. On dit qu'on était pauvre, pas du tout. T'étais pas aussi pauvre qu'Hillel, tu vois bien que Hillel, quel tamid racham, avec quel dévouement il voulait étudier la Torah. Après, on va dire par exemple le riche, il va dire quoi? Il va dire moi je pouvais pas, j'étais trop riche, j'avais plein d'affaires de partout, je devais gérer, avec le téléphone, etc. C'était impossible de fixer une heure de Torah. On va lui répondre quoi? Est-ce que tu étais aussi riche que Elazar ben Arsoum? Elazar ben Arsoum, il avait reçu de son papa plus de 1000 villes à gérer, plus de 1000 bateaux, c'est écrit dans la Gemara comme ça, qu'il devait gérer. Et malgré tout, il se baladait de ville en ville en étudiant la Torah. C'est un grand Talmid Chacham. Pareil, la Gemara rapporte une histoire sur lui. Je ne vais pas vous la rapporter, c'est juste que je vous ai rapporté cette Gemara juste pour vous dire que, voilà, même à 120 ans, quand on sera au ciel devant Hachem, on va se justifier. Et qu'est-ce qu'il va faire Hachem? Il va nous montrer que nos justifications, c'était que du vent. Ça veut dire que c'était que des prétextes pour pas étudier, pour pas faire Torah et mitzvot. Donc en fait, on arrive à se justifier pour pas faire des mitzvot, mais aussi pour faire des averot. Je voulais vous raconter une petite histoire justement que j'ai lu Shabbat à propos de ça. C'est une histoire du Rav Shmulevitch qui a rapporté au nom de Rav Kamenetsky, que lui-même a rapporté au nom d'un Rav américain. Donc cette histoire-là, elle s'est réellement passée, c'est une histoire vraie, qui s'est passée aux États-Unis. Il y a un homme qui prie dans une synagogue, et il avait pour habitude, donc il venait tout le temps en filote, mais le problème, c'est qu'il venait tout le temps avec 10 minutes de retard. Imaginons la prière a commencé à 7h du matin, lui il venait tout le temps à 7h10. Alors comme ça il venait à 7h10, comme ça tous les matins, voilà. Et le Rav, bon voilà, il a vu que c'était quelqu'un de fidèle qui venait souvent à la synagogue, il s'est dit bon je vais lui faire une petite réflexion parce que bon voilà 7h, 7h10 c'est dommage, il pourrait venir à 7h. Et donc le Rav il lui fait la remarque, il lui dit bon tu devrais venir à 7h, c'est dommage de perdre du temps pour la tefila, etc. Qu'est-ce qu'il lui répond? Il lui dit oh là là, 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là, ça change rien, l'essentiel c'est que je vienne. Entre guillemets, entre parenthèses, pardon, il s'est justifié. En gros, ça sert à 10 minutes par-ci, 10 minutes là, l'essentiel c'est que je vienne. Ok. Maintenant, donc ce scénario continue, il n'a pas écouté le Rav, il vient toujours 10 minutes en retard, à 7h10 pétante, il est là, et il loupe toujours les 10 premières minutes. Un jour, un beau matin, il arrive à 7h pétante. Le Rav, il le regarde, il dit ah, ça y est, il a fait le chouva, c'est super, c'est génial. Mais bon, le Rav, il s'est dit bon, mais je vais quand même lui poser la question parce que quand je lui ai fait la réflexion, il n'a pas réagi. Maintenant, d'un seul coup, ça lui prend de venir à 7h. Alors il lui pose la question. Il lui dit mais comment ça se fait que tu viens à 7h alors que tu viens à 7h10? Alors il lui raconte, il lui dit quoi? Il lui dit en fait, je vais vous raconter Rav une histoire qui m'est arrivée dans la semaine. En fait, le problème, c'est que j'ai une usine, c'était quelqu'un de très riche. Je possède une usine, d'accord? Et mon usine, Chas v'Shalom, malheureusement, elle a pris feu. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé les pompiers. J'ai appelé les pompiers tout de suite. J'ai dit les pompiers, venez, je suis en train de perdre toute ma fortune. Mon usine, c'est tout ce que j'ai dans ce monde. Si je perds mon usine, j'ai plus d'argent. Donc venez vite, tout est en train de partir en feu. Alors les pompiers l'ont dit, bougez pas, on arrive dans 1 minute. 1 minute passe, 2 minutes passent, 3 minutes passent, et il transpirait, et il était comme un fou, il s'est dit, mais il voyait son argent passer. Et au bout de 10 minutes, les pompiers ils arrivent, et bien sûr il n'y avait pratiquement plus rien. Et il était comme un fou, il est en train de gronder les pompiers, il est en train de dire mais qu'est-ce que vous avez fait? On m'avait dit que vous arrivez dans 1 minute, pourquoi vous arrivez dans 1 minute? Les pompiers qu'est-ce qu'ils ont répondu? Mais 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là, l'essentiel c'est qu'on soit là. Voilà. En fait, il a donné exactement la même justification qu'il avait donnée au Rav. Et en fait, donc cet homme-là qui racontait au Rav, le Rav il lui dit mais je comprends pas. Donc du coup, qu'est-ce qu'il s'est rendu compte en fait? Qu'est-ce qui lui a fait changer d'idée? En fait, il s'est rendu compte qu'en 10 minutes, on pouvait détruire énormément. Alors en 10 minutes, il a fait un raisonnement comme ça. Si en 10 minutes, on peut détruire une usine, c'est-à-dire un monde entier, alors en 10 minutes, on peut construire des mondes. Voilà comment il a réagi. C'est-à-dire qu'en fait, à partir de cette histoire-là, il s'est rendu compte que son prétexte de venir tout le temps 10 minutes en retard, ça se trouve, il avait des bons justificatifs. C'est-à-dire qu'il avait du mal à se lever, il avait des enfants à aller à l'école, peut-être qu'il y avait des très très bons justificatifs. Mais le problème, c'est qu'il a vu qu'il était perdant en fin de compte. Donc après, on met tout en place, justement, pour pouvoir arriver à cette heure à la prière. Donc ça, c'est la première petite histoire. Et maintenant qu'on a compris que... Pardon. Maintenant, c'est un réflexe en fait. Donc, maintenant qu'on a vu qu'on était perdant, justement on perd à toujours vouloir trouver des prétextes, il faut essayer d'analyser quels justificatifs, quels prétextes sont bons ou sont mauvais. Ça veut dire que des fois on a des vrais prétextes, des fois c'est pas des excuses, des fois on peut pas, et ça peut arriver.
comment on peut essayer de voir, comment on peut déceler le vrai du faux? Comment on peut savoir? Alors, on a un exemple tout simple, on va se donner un petit exemple. Par exemple, si je vous dis venez à un cours de Torah, qu'est-ce qu'on dit? Je suis fatigué. Maintenant, si je te dis, tu sais quoi? Si tu vas au cours de Torah, je te donne 1000 euros, tu vas venir? Tu vas toujours être autant fatigué? Alors, en fait, tout va dépendre de notre motivation. Donc, en fait, voilà comment on peut se tester pour savoir si c'est des vraies excuses ou pas des vraies Je excuses. donne pas 1000 euros. Ah, je croyais qu'on pouvait... Amen, amen. Alors, juste à propos, une petite anecdote par rapport à, justement à quand on dit qu'on est fatigué. J'ai lu justement dans le, je crois que c'était dans le Leket Eliyahu, on raconte qu'un jour il y avait un couple de religieux qui avait une femme de ménage. Et bon, c'était une femme de ménage qui était très habituelle, qui venait souvent. Mais le problème c'est que la femme de ménage, voilà, son contrat il prenait fin. Et la dame de maison, elle a commencé à soupçonner la femme de ménage. Elle s'est dit bon, elle est bien cette femme de ménage, mais j'ai un peu peur. Donc en fait, qu'est-ce qu'elle a fait? À la fin de l'heure de ce qu'elle a fait comme ménage, à la fin, elle a trouvé une astuce pour lui demander de voir son sac. Bon, mais sans directement, avec délicatesse. Et la femme de ménage, du coup, elle a été contrainte d'ouvrir son sac. Et qu'est-ce qu'elle voit, la femme de maison? Elle se dit, waouh, qu'est-ce qu'elle a volé, la dame? Enfin, qu'est-ce qu'elle a volé, entre guillemets? Qu'est-ce qu'elle a pris, la dame de ménage? Elle était très confuse. Il y avait un livre de Gemara. Un livre de Gemara. Je me dis, mais je comprends pas, mais voler de l'argent, je comprends, mais voler un livre de Gemara quel intérêt? La femme de ménage n'était pas du tout juive. Alors la femme de ménage, elle a dit, je suis désolée, je voulais vraiment pas, vraiment je voulais vous le demander, mais j'ai pas osé. En fait, le problème c'est que en ce moment j'ai des problèmes d'insomnie. Et à chaque fois que je vois ton mari ouvrir le livre de Gemara, je vois qu'il s'endort au bout d'1 minute. Alors je me suis dit peut-être que ça va marcher pour moi. Alors j'ai pris le livre de Gemara et comme ça je me suis fait tester. Donc tout ça pour vous dire que en fait, tout ça pour vous dire que le Yetzer Hara, quand il veut pas qu'on étudie, quand il veut pas qu'on fasse des mitzvot, il met le paquet. Ça veut dire qu'il va trouver les meilleures excuses du monde. Tu sais quoi, il y a un cours de Torah, mais t'es fatigué, reste à la maison. Par exemple, je sais pas, il y a des petits exemples, mais lui, tu peux le voler, c'est un voleur professionnel, c'est pas péché. Des fois, on se trouve des prétextes comme ça qui sortent de nulle part. Un dernier exemple, et après, je vais conclure avec une histoire. Un dernier exemple qui, pour moi, malheureusement, est le plus parlant. On connaît tous autour de nous, j'espère que vous en connaissez pas, des gens qui sortent, en général, qui sortent ou qui sont avec des goyotes. Les gens qui sortent avec des goyotes ou qui sont avec des goyotes, ils nous trouvent toutes les excuses du monde. Des excuses qui sont fondées, des excuses qui sont infondées, des excuses vraiment inimaginables. Ça peut partir on peut dire que, je sais pas, par exemple, les juifs elles sont comme ça et comme ça, donc c'est pour ça que j'ai avec un goya. On peut dire avoir des excuses vraiment bidons de toute façon elle fait kippour, elle fait les chalotes, elle fait la dafina mieux que ma mère. Ouais, que des choses où on peut justement trouver des prétextes. Voilà, juste pour comme on a dit, pour se déresponsabiliser, pour se justifier, pour se déresponsabiliser et pour se dire bon, je fais rien de mal. En fait, qu'est-ce qui se passe à la fin de sa vie quand il va faire le bilan de sa vie? Il va se rendre compte que toutes ces justifications, c'était que du vent. C'était que des prétextes. Et qu'est-ce qu'il va laisser dans ce monde? Qu'est-ce qu'il va laisser dans ce monde? À l'image d'Esav, si on vous parle d'Esav, Esav, quand il s'est aperçu que Jacob lui a piqué la bracha, comment il a réagi? Comment il a réagi? Vous savez comment il a réagi? Comment c'est écrit dans la Torah? Il a hurlé, il a crié, il a pleuré. Mais je comprends pas. Si Esav c'était un rachat, si c'était un rachat, une bracha, c'est spirituel. Donc une bracha, comme c'est spirituel, on n'en prend pas compte. Lui et ça, il aurait dit, je m'en fiche de la bracha, c'est pas grave. Non, il a crié, il a pleuré. En fait, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il a pris conscience que toutes ces justifications pour faire les avérotes qu'il avait fait auparavant, c'était que du vent. Ça veut dire qu'au final, il restait quoi? Que les avérotes. Les justifications, il n'y en avait plus. Donc en fait, c'est pareil pour nous. Nous aussi, nos justifications, elles vont partir malheureusement. Donc, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette histoire? Retenir que, voilà, il faut essayer d'arrêter de se justifier, se tester pour voir si c'est des vraies justifications. Malheureusement, c'est inné en nous, on n'a pas le choix de passer par là. Donc se tester pour voir si c'est des vraies justifications qu'on a ou pas. Et si on a fauté, c'est pas grave. C'est pas grave, faut pas fauter, mais ça veut dire qu'on a fauté, c'est pas grave. C'est-à-dire, dans le sens où, si je sais que j'ai fauté, je vais pouvoir enclencher un processus de teshuva. Si je sais pas que j'ai fauté, je peux rien enclencher du tout et je peux pas faire teshuva. Donc, si j'ai fauté, ok, j'ai fauté. De toute façon, on est là, on est venu sur cette terre pour se parfaire. On n'est pas là, on n'est pas des êtres parfaits. D'accord? Donc, on est là pour se parfaire, donc pour faire teshuva. Donc, il faut avouer qu'on a fauté. Comme ça, au moins, on peut mettre en place un programme pour arrêter cette avéra. Ou pour faire tel mitzvot. Pour faire des mitzvot. Très bien. Maintenant, je voulais juste vous donner un petit détail par rapport à Esav et après je conclus, promis. Regardez, Esav, quand
Ça va, on aime bien. Ouais. Ok, non mais je veux pas être trop long. Alors regardez, C'est Esav, vraiment- il a c'est pas. vraiment personne qui te regarde. Alors regardez, Esav, il a pas voulu du droit d'aînesse. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il a dit quoi à Yaakov exactement? Il a dit de toute façon, qu'est-ce que je vais faire de ce droit d'aînesse? De toute façon, je vais mourir. Je vais mourir si tu ne me pas à manger, donc qu'est-ce que je vais faire de ce droit d'aînesse? Alors, du je vais mourir de la Torah, de ces mots-là, les Chazal, ils expliquent là-bas que le je vais mourir, ça veut dire que Esav, il a fait de ce monde un but en soi. Ça veut dire que lui, le je vais mourir, ça veut dire il faut que je profite de tout. Vite, je vais mourir, il faut que je profite de faire toutes les bêtises du monde entier. C'est-à-dire il faut que je profite. Si maintenant j'ai l'occasion d'assouvir mes besoins, eh ben je vais faire ce que j'ai envie. Par rapport à ça, je voulais juste vous rapporter encore une petite histoire. Un petit machal, c'est un machal qui est très important. En fait, c'est un homme un jour qui était pauvre, qui se baladait dans la rue, ok, qui se baladait, et qui voit un homme en train de se noyer. Qu'est-ce qu'il fait? Ni une ni deux, il saute dans le fleuve et il sauve l'homme de la noyade. Maintenant, l'homme qui l'a sauvé, il lui dit, tu sais, je suis le fils du roi. Et par ton geste que tu m'as sauvé, eh ben, tu vas venir avec moi chez le roi et il va te donner une très grande récompense. Donc le pauvre, il était tout content, lui il n'avait pas d'argent, il avait beaucoup de soucis de par ça pour sa famille. Donc il entend ça, il dit jackpot, j'ai sauvé le fils du roi, c'est top du top. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va avec le fils du roi chez le roi. Le roi, sous l'effet, le fait qu'il soit super content que son fils a été sauvé, il lui dit tu sais quoi? Eh ben pendant 1 heure, tu vas avoir le droit de rentrer dans mon coffre rempli d'argent et tu vas pouvoir prendre tout ce que tu veux. Waouh, la bonne nouvelle pour ce pauvre-là. Il rentre chez sa famille, il lui dit tu sais quoi? Je vais préparer des sacs, je vais remplir les sacs, on va devenir les plus riches de tout le royaume. Je vais vider les coffres du roi. Maintenant, le pauvre, donc du coup, il raconte ça à tous ses amis, à sa famille, etc. Il est tout content, il prépare des plans, comment je vais faire pour prendre le trésor, etc. Et les sacs et tout. Entre-temps, le roi s'est dit, mince, sur l'élan de ma gentillesse, j'étais un peu fort. En 1 heure, il peut me vider mon coffre, je peux ne plus avoir d'argent. Donc il faut que je trouve une solution. Ouais, donc du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle ses conseillers. Mes conseillers, je vous en supplie, trouvez-moi une solution, il va me vider mon coffre. Et un conseiller qui lui dit, moi j'ai une idée, mais ça va prendre un peu de temps, laissez-moi faire. Qu'est-ce qu'il fait le conseiller? Je demande si elles ont une idée. Vous avez une idée de ce qu'il fait le conseiller? Déplacer le coffre, Déplacer le coffre? Non, parce qu'on lui a promis. Quand il est parti, vous le met dans un endroit où il y a. Dans un autre endroit? Ah, ça serait de la tromperie. Non, il va lui faire à manger, lui mettre de la Pourquoi pas, mais musique, c'est... ça, non? Ouais, Khadak. Alors dites pas comme ça, on va essayer de... Khadak, la cavote. Alors regardez, en fait, le conseiller, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller se renseigner sur la personne, sur cette pauvre personne. Qu'il aime. Ce qu'il aime, exactement. Il va aller voir qu'est-ce qu'il aime. Qu'est-ce qu'il aime au niveau de la nourriture? Qu'est-ce qu'il aime au niveau de la musique? Qu'est-ce qu'il aime, exactement, au niveau de la boisson? Toutes les hobbies, toutes les occupations de cette personne-là, il va aller se renseigner dessus. Alors le roi, il comprenait pas du tout où il voulait en venir son conseiller. Qu'est-ce qu'il va faire avec de savoir ce qu'il aime ou ce qu'il n'aime pas? En fait, qu'est-ce qu'il a fait le conseiller? Il a mis tout ce qu'il aime dans le coffre. C'est-à-dire que par exemple, on sait qu'il aime bien ce vin. Il a mis un buffet extraordinaire de vin, rien que spécialement qu'il aime. Après, il aime telle nourriture, il a fait un buffet, comme on voit le buffet ici, voilà un buffet de gâteau. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, le pauvre, il arrive avec ses sacs devant le coffre, et il dit, attention, top départ, 1, 2, 3, ils ouvrent les portes du coffre, lui, il fonce et court. Et qu'est-ce qu'il voit quand il rentre? Il voit une merveilleuse table posée comme ça, avec les odeurs. Il se dit, wow, mais c'est tout ce que j'aime, tous les aliments que j'aime. Donc, ok, j'ai 1 heure, donc du coup, je vais pouvoir kiffer un petit peu. Je vais manger un petit peu 2 minutes, et après, je vais pouvoir ramasser un peu d'argent. Bien sûr, ça ne dure pas 2 minutes, parce que c'est tellement alléchant, tellement bon, que pendant 10 minutes, il a tout mangé. Après, donc il se dit, allez, maintenant je reprends, parce que ma famille m'attend derrière, j'ai 50 minutes pour récupérer le trésor. Il continue et il voit un merveilleux buffet avec tout le vin, avec tous les vins qu'il aime. Il se dit, oh, je ne peux pas passer à côté, jamais dans ma vie ça se représenterait une occasion comme ça. Je vais prendre 2 minutes juste pour boire un petit peu de vin. Qu'est-ce qu'il fait? Bien sûr, ça ne dure pas 2 minutes, il teste tous les vins, les cocktails, etc. Et pendant 10 minutes, pareil. Maintenant, après le vin et après avoir mangé, vous savez très bien qu'on est super fatigué, on est KO. Alors, il se dit, alors du coup, c'est cet après-midi, à l'image de la sieste de Shabbat, on est fatigué. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, il dit bon, je vais me reposer 2 minutes. Et comme ça le temps il passe, et comme ça le temps il passe. Après il y a la merveilleuse musique qui le berce. Et donc du coup même quand il se réveille, il continue à rester comme ça. Il continue à rester. Et par contre, il voit là sa montre, 2 minutes, il reste 2 minutes. Oh, vite, vite, il prend quelques pierres, quelques pièces en or et il sort. Oh, quel malheur, qu'est-ce qu'il va dire à sa femme et ses enfants qui attendaient de lui, qui prennent tout l'argent du roi?
En fait, la parabole, c'est quoi? C'est pareil pour nous. Nous, on vient sur cette terre, c'est un couloir pour le Olam Haba. Hachem, il nous dit, tu sais quoi? Tu rentres dans mon coffre-fort. Ça veut dire, prends le maximum de mitzvot. Te fais pas avoir par le Yetzer Hara et par toutes ces justifications qu'on peut avoir. Te fais pas avoir à vouloir kiffer les kiffs personnels. Bien sûr, j'ai pas dit qu'il faut pas avoir de kiff. Ça veut dire qu'il faut faire la part des choses. Ça veut dire qu'il faut prendre conscience que le Yetzer Hara va tout faire à l'image du buffet pour nous distraire de ce qu'on doit faire, de nous distraire de notre mission, pour pas qu'on fasse notre mission. Donc le Yetzer Hara, il met le paquet. Donc voilà. Donc ça, c'était l'histoire que je voulais vous dire. Donc qu'est-ce qu'Hachem attend de nous? Hachem, il attend de nous, en conclusion, Hachem attend de nous qu'on le serve avec cœur. Hachem, il veut qu'on soit honnête. Il veut qu'on soit sincère. Pardon, désolé. Voilà, et par contre là c'est vraiment réel. Je vais terminer avec une histoire merveilleuse que j'ai entendue quand j'étais petit de Levi Gorevitch. D'accord, c'est une histoire qui m'a vraiment marqué. Donc ça me tenait à vous partager avec vous. Donc on a bien compris ce qu'il faut retenir, que voilà, il faut faire attention à nos justifications. Et qu'est-ce qu'Hachem attend de nous? Qu'on le serve avec cœur, avec toute honnêteté. Et cette histoire-là illustre bien justement le service du cœur. Ah, je ne sais pas si vous connaissez la ville de Sfat en Israël, c'est la ville au nord. C'est une ville c'est une ville voilà, des kabbalistes, où il y a eu justement des raves de très 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 grande renommée. En l'occurrence, le Harizal. Le Harizal, c'était un grand kabbaliste, d'accord, et qui était vraiment un gaon, c'était vraiment extraordinaire comme niveau. Dans cette ville-là, il y avait un homme qui était très très simple. Et là-bas, il était dans une choule. Et à la choule, comme si vous direz, vous allez à la choule le Shabbat, et il y avait un Dvar Torah. Et pendant le Dvar Torah, il portait sur les lechem apanim, sur les pains de proposition, c'est ça? Sur les pains de proposition. Donc en fait, le Rav, il parlait des pains de proposition, c'est-à-dire les chalat qu'on emmenait au Beth Amikdash, qui restaient fraîches de semaine en semaine, qui restaient fraîches et chaudes et avec l'odeur, qui bougeaient pas. Il parlait de ça, que ça amenait l'abondance dans le Ham Israël, que c'était un signe de bracha. Et malheureusement, on ne peut plus le faire parce qu'on n'a plus le Beth Amikdash. Et le juif, il entend ça. Lui, comme c'était un juif simple, il ne connaissait pas trop tout ce qui était Torah, etc. Il entend juste qu'on avait des chalot au Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'il fait? Il rentre du Dvar Torah et il raconte le Dvar Torah à sa femme. Malheureusement, il n'a pas très bien compris le Dvar Torah. Qu'est-ce qu'il dit à sa femme? Il dit, le Rav, il a dit que c'est bien d'amener des chalot pour Hachem en offrande. Donc en fait, ils se sont fixés avec sa femme. En toute simplicité, ils se sont dit, tu sais quoi, tous les Shabbats, on va prendre sur nous, on va faire des merveilleuses chalotes, d'accord, et on va les préparer pour Hachem. Comment on va les préparer pour Hachem? Tu vas me les passer, je vais les amener à la synagogue, je vais les mettre dans le Echal avec les Sefer Torah. Alors qu'est-ce qui se passe avant Shabbat? Il court aller chercher les meilleurs ingrédients pour faire des merveilleuses chalotes. Elle n'a jamais fait des chalotes aussi belles. Et tous les deux, ils étaient innocents, ils étaient super contents de faire des chalotes pour Hachem, pour les offrir à Hachem. Imaginez-vous le scénario, c'est impressionnant. Donc du coup, ils amenaient les chalotes. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ses chalotes, il va vendredi avant Shabbat, et il les dépose dans le Echal. Il ouvre le Echal, il les dépose dans le Echal. Maintenant, Shabbat matin. alors écoute, avant Shabbat matin. Maintenant, vendredi après-midi, qu'est-ce qui se passe? On a le shamash de la synagogue qui va préparer les Sefer Torah. Et lui, il ouvre. Alors j'ai oublié de vous préciser que le shamash de la synagogue, il avait beaucoup de problèmes de parnassa. Il avait du mal à nourrir sa famille. Donc lui, de son côté, il priait Hachem. Il disait, Hachem, je t'en supplie à Kadosh Baruch Hu, emmène-moi une parnassa, emmène-moi une super parnassa. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va pour préparer ses Sefer Torah, il ouvre le Echal. Merci Hachem, il m'a répondu à Kadosh Baruch Hu, il m'a donné des chalotes. Il m'a donné des merveilleuses chalotes. Je vous dis, il sentait super bon. Mais vraiment, c'était le top des chalotes. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Lui, il dit merci Hachem d'avoir écouté ma tefila, et il prenait les chalotes pour lui tous les Shabbats. Et comme ça, ce scénario il s'est déroulé. C'est-à-dire que le couple là, qu'on a dit qui était simple, qui amenait les chalotes, et avec joie, avec bonne humeur, il faisait des chalotes pour Hachem. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je vous ai oublié de vous dire que samedi soir, lui il a été voir si au Echal ils étaient consommés ou pas ces chalotes. Et il a été courir voir sa femme pour lui dire ma femme, Hachem il a consommé nos chalotes, ils sont plus dans le Echal. Donc en fait, tout le monde est content, tout le monde croyait en son miracle. Tout le monde croyait en son miracle. Lui, le couple, ils étaient contents de faire des chalotes pour Hachem, parce qu'ils pensaient que Hachem, tous les Shabbats, ils consommaient sa chala. Et par contre, le gabay qui priait pour justement sa parnassa, il était content d'avoir tous les Shabbats ces super belles chalotes. D'accord? Maintenant, ce scénario-là, il s'est déroulé pendant. Pardon. Ce scénario-là
Ce scénario-là, il s'est déroulé donc, pendant plusieurs temps. Pendant plusieurs temps, ça s'est fait. Et tous les Shabbats, ils couraient. Et tous les Shabbats, ils couraient pour aller faire les plus belles chalotes possibles. Bon, vous avez compris. Maintenant, un jour, qu'est-ce qui s'est passé? Le Rav de la synagogue, le Rav du Beth Knesset, d'accord? Il avait un peu de retard dans son shiur. Il devait préparer son Dvar Torah. Et il avait un peu de retard. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté à la synagogue en train de préparer son cours. D'accord? Maintenant, bien sûr, il y a la personne qui arrive avec les deux merveilleuses chalotes, et elle arrive pour les déposer au Eichal. Le Rav, il le regarde comme ça, il se dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Il voit qu'il ouvre le Eichal, qu'il pose les pains, et qu'il commence à partir. Le Rav, il l'interpelle, il dit, mais qu'est-ce que tu viens de faire là? C'est quoi ce scénario? Alors le jeune, il lui explique, la personne, elle lui explique, elle lui dit, bah voilà, tous les Shabbats, Hachem, il consomme notre belle chalakom depuis que vous avez fait le Dvar Torah. Le Rav, il entend ça, il dit, mais ça va pas? Mais t'as rien compris à mon cours. Je parlais à l'étape du Beth Amikdash, mais comment tu peux croire une seule seconde qu'Hachem, il mange du pain? C'est pas possible de croire une chose pareille. Tu te trompes sur toute la ligne. Et entre temps que vous êtes en train de discuter, qui c'est qui arrive? Le Shamash qui vient récupérer ses super belles chalotes. Voilà, il vient chercher son pain. Grand problème. Maintenant le Shamash il vient pour récupérer ses chalotes. Et le Rav entre temps il lui dit, mais c'est sûr et certain que si elles étaient plus, c'est doit être le Shamash qui les a prises. Donc le Shamash qu'est-ce qu'il lui répond? Le Shamash il lui dit, oui bien sûr c'est moi qui les ai prises. Maintenant rouge de honte. Qu'est-ce qu'il fait? Rouge de honte, il s'en va et il va voir sa femme et il lui dit, tu vois, ma femme en fait c'est le Shamash, c'est pas Hachem, très déçu. Maintenant, vous savez que c'était, je vous avais dit au début de l'histoire que c'était dans la ville du Harizal. Le Harizal, tout de suite, il a envoyé un chaliar, il a envoyé une personne pour prévenir le Rav de cette Beth Knesset, pour lui dire que, sache qu'il y a un décret dans le ciel qui a été fixé pour toi, que tu vas mourir très prochainement. Le Rav il se dit, mais comment c'est possible? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et le chaliar il lui explique que le Harizal il lui a fait passer comme message, depuis la destruction du Beth Amikdash, Hachem il n'avait pas ressenti une telle simra par rapport au service de cette personne-là, de ce couple-là qui avait ses chalotes. Ça veut dire que Hachem il appréciait tellement cet investissement que ce couple-là mettait tous les Shabbats pour lui préparer les plus belles chalotes que Hachem il a décrété sur toi que tu allais mourir parce que tu lui as fait une réflexion, et depuis que tu lui as fait la réflexion, ils n'allaient plus le faire. Donc en fait, tu as gâché la joie d'Hachem. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Quelques temps après, le Rav s'est rendu compte qu'il avait fait une très grosse bêtise, et quelques temps après, comme le Harizal l'avait prédit, il est décédé. Tout ça pourquoi? Pour vous dire que la Torah elle finit par un lamed et elle commence par un bet. C'est-à-dire que Hachem attend de nous qu'on le serve avec le lève, avec le cœur. C'est-à-dire que il faut le servir avec toute honnêteté. Il ne faut pas trouver des excuses. Il faut vraiment, ok, c'est en nous. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on veut faire une mitzvah, eh ben, le Tzara va nous trouver une excuse. À chaque fois qu'on va vouloir faire une avera, il va nous dire fais la avera, de toute façon il va trouver des excuses. En fait, il faut servir avec cœur. Voilà. Je pourrais ajouter quelque chose, c'est que la présence de je suis sûr qu'elle fait énormément de Bien sûr. Moi j'ai une question. Excellent.